Yo les trashers, on le sait tous, pirater, c'est mal. Pourtant, ça ne nous empêche pas de presque tous le faire, même juste une fois. Allez, à vous. Et le domaine du jeu vidéo est touché de plein fouet. Que ce soit pour tester avant d'acheter, par manque de moyens, ou bien par un boycott de l'éditeur, les raisons sont nombreuses pour nous pousser à passer du côté obscur. La solution pour nous y empêcher, rendre les jeux plus difficiles à pirater ou des serveurs qui vérifient l'authenticité du jeu. Mais il y a parfois bien plus original et cruel. Je vous propose de se plonger dans cette histoire du jeu vidéo et les mystères qui entourent la guerre secrète contre le piratage. Avec l'ami Léo. Avant Internet. Même si l'arrivée du CD et surtout la propagation d'Internet dans les foyers a répandu le piratage, ce dernier est né bien avant, même si peu démocratisé. Du coup, même les cartouches Super NES étaient touchées et des copies illégales tournaient dans le milieu. Le premier jeu à avoir instauré une sanction assez lourde a été Earthbound. Avec l'aide de Star Force, la console pouvait détecter que le jeu n'était pas une copie conforme et en informer le joueur. Mais n'en empêchait pas la partie. C'était donc jouable, mais avec une difficulté hallucinante. Bon, ça fait juste un mode expert, vous me direz. Eh bien, il y a encore une chose à savoir. Si vous arrivez jusqu'à la fin du jeu, en lançant le combat contre le boss final, le jeu va freeze et déclencher une série de bruits abominables. Seule solution pour arrêter ça, redémarrer la console. Et surprise, lorsque le jeu se relance, la sauvegarde n'existe plus car détruite. Pas sûr que ça donne envie d'acheter le jeu après ça. Sinon, pour éviter le piratage, il y avait aussi une méthode toute bête, avoir un code trouvable uniquement dans la notice du jeu physique, ce qui rendait impossible un passage à la personne ne le possédant pas. Un des plus connus à avoir fait ça était Zack McCracken. À un moment, un garde va vous demander un code trouvable dans la notice, trop d'erreurs et ce dernier vous mettra en prison, vous indiquant que pirater c'est mal dans un discours moralisateur et en vous mettant un game over dans la face. Mouahaha. Mais cette technique peut être contournée si quelqu'un donne la solution sur un bout de papier. C'était donc assez courant d'avoir des copies de notices pour plusieurs jeux. Et c'est là que sont arrivées des méthodes plus complexes, par exemple avec des disques fournis dans le jeu. Monkey Island a été l'un des premiers à utiliser cette technique. Ces disques fournis dans le manuel devaient être alignés pour avoir une date qui correspondait à une tête. Le jeu va donc montrer une des têtes et il faudra aligner les deux disques pour entrer la date correspondante dans le jeu, sans quoi ce dernier ne se lancera pas. Et là, impossible de filer son code à d'autres gens, car c'est aléatoire et la tête demandée ne sera pas la même à chaque partie. Plutôt ingénieux. Le mind game. Des cas comme ceux donnés avant, on en retrouve à la pelle maintenant, que ce soit chez les indépendants ou chez les gros éditeurs. Commençons par un qui a mis en abîme tout le problème, Game Dev Tycoon. Un petit jeu de simulation où vous êtes le créateur de votre jeu ainsi que son éditeur. Du coup, il faut réussir à être rentable pour ne pas perdre. Et bien malheureusement, dans la version pirate, c'est compliqué, tout simplement parce que les gens n'achètent pas vos jeux, mais les pirates, lol. Ce qui est cocasse, c'est que les gens demandaient comment faire pour empêcher de se faire pirater sur les forums de Steam ainsi que sur Reddit, montrant aux yeux de tous qu'ils n'avaient pas une copie conforme. Là, on peut clairement le dire, l'arroseur arrosé. La difficulté de malade. D'autres jeux font moins dans la finesse, mais sont tout autant dévastateurs. C'est le cas de Serious Sam 3 ainsi que de Dark Souls, en ajoutant des ennemis extrêmement puissants dans les jeux en question. Le premier ajoute un scorpion invincible, extrêmement violent et super rapide qui vous suit dès le début du jeu et ne vous lâchera pas la grappe. Le second, quant à lui, remplacera les ennemis avec le Spectre Noir, un ennemi avec 1900 points de vie et toutes ses capacités au maximum. Et ça dès le début du jeu. Déjà que ce dernier jeu est réputé pour être super dur à la base, là ça devient clairement du masochisme. Sinon, si des fois vous trouvez que parfois la vie va trop vite, Mirror's Edge peut vous convenir. Ici, il n'est plus question de course, mais de prudence. Pas question de courir près des bords, du coup, on se met à marcher de plus en plus lentement, ce qui rend impossible certaines phases de jeu compliquées. Et bonne chance pour faire du parcours avec une frousse pareille. Enfin, Batman peut aussi avoir quelques soucis avec ses gadgets. La preuve en est avec le grappin qui va commencer un peu à faire n'importe quoi. Du coup, c'est la fête du glitch. On traverse le mur et on tombe dans le vide. Ajoutez à ça qu'il a oublié comment planer et qu'à la place il bouge les bras frénétiquement, bonne chance pour finir le jeu. Les changements graphiques. Enfin, d'autres jeux réduisent considérablement leur qualité graphique, mais commençons par ceux qui restent sobres. Par exemple, Alan Wake a rajouté un petit cachet de pirate à son protagoniste. Ça ne change rien au jeu, ça rappelle juste que la copie est piratée. Ça peut peut-être empêcher la diffusion d'un let's play au risque de se faire bâcher par sa communauté, vous me direz. Mais rien de bien méchant. On retrouve cette technique dans No Time to Explain, un petit jeu de plateforme 2D, mais cette fois-ci avec le chapeau, ou bien encore dans Quantum Break, encore une fois avec un cache-œil. Mais d'autres vont plus loin sur les changements graphiques, et un des plus flagrants est le jeu Sims 4. Dans ce dernier, on ne peut pas voir les personnages à poil, car les parties génitales sont cachées par une mosaïque. Et bien sur une version modifiée, le jeu va avoir cette mosaïque absolument partout. Au début c'est très léger et à la fin, ça devient carrément irregardable. GTA 4 est tout aussi fourbe, mais cette fois-ci pas de mosaïque, mais une caméra extrêmement capricieuse qui va imiter une vision quelque peu désorientée, et qui encore une fois devient de pire en pire. C'est comme si le mode bourré était activé et allait crescendo dans la violence de son effet. Et le plus what the fuck dans cette catégorie, c'est Witcher 2. Encore une fois, le jeu ne vous bloquera pas directement. Bon, mis à part quand le jeu vous tuera de manière aléatoire dans des cinématiques. Mais ça on commence à avoir l'habitude.
d'habitude. Mais le second changement est plus intéressant, si je puis dire. Le jeu est rempli de scènes plutôt adultes. Bah la version craquée peut convenir à un tout autre public, car il changera le modèle des jeunes femmes par une grand-mère. Oui. À vous les plaisirs de tripoter Maminova. Si la catégorie Granny c'est votre truc, alors foncez pirater le jeu. Mais sinon, passez votre chemin et sortez la carte bleue. La défense grâce au DRM. Une des solutions envisagées pour contrer le piratage, surtout par les gros éditeurs, est l'utilisation de DRM, autrement dit Digital Right Management, la gestion des droits digitaux en français. C'est devenu l'une des solutions les plus communes de nos jours. Comme sécurité, on a vu Star Force pour Earthbound, mais il en existe plein. Game for Windows Live, GameSpy et encore Securom. Mais elles se sont toutes vues vaincues par les teams qui s'occupent de pirater les jeux. Toutes? Non. Une dernière sécurité irréductible résiste encore et toujours l'envahisseur. Des nouveaux. Bon ok, les premiers jeux sous de nouveaux tels que Dragon Age ou Mad Max ont fini par être craqués, mais il a fallu un temps considérable pour que ce soit fait. Et suite à cette résistance renforcée qui est des nouveaux, 3DM, une des équipes les plus réputées dans ce domaine, a émis ses craintes en janvier 2016, affirmant qu'il serait possible que les jeux ne soient tout simplement plus piratables d'ici 2 ans. Même si 3DM n'est pas la seule équipe sur le coup, force est de constater que les protections se sont très nettement améliorées. En ce mois d'août 2016, des nouveaux commencent tout de même à être pris d'assaut par plusieurs équipes de pirates, restées plutôt discrètes jusqu'à maintenant. On peut citer Voxy et CPY. Mais la société australienne réagit extrêmement vite et a par exemple patché un premier exploit qui a tout de même mis plus de 6 mois à voir le jour. Et cela uniquement 2 jours après sa sortie en public. Comment les éditeurs en profitent? Du coup, il faut attendre 2018 pour sortir et vendre son jeu correctement? Eh bien non. Certains ont compris qu'il ne faut pas combattre le média du piratage, mais s'y accommoder et en faire une force. Ça a été le cas par exemple pour This War of Mine par 11-Bit Studio. Dès la sortie, les développeurs ont balancé le torrent eux-mêmes sur Pirate Bay tout en disant « Ok, on comprend que vous ayez vos raisons de pirater des jeux, mais si le jeu vous a plu et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à l'acheter. Mais on ne vous blâmera pas de le récupérer ici, après tout, chacun a ses raisons. » Tout en donnant au passage 10 clés pour le jeu sur Steam. Plutôt sympa. D'autres jeux très connus ont aussi été à proie d'énormément de piratage, mais ces derniers se sont très bien vendus. L'exemple le plus connu est Minecraft, avec Notch, le créateur, encourageant les gens pas assez fortunés de craquer le jeu plutôt que de l'acheter. C'est aussi la façon de penser de Deadmoon Macmillan, le papa de Super Meat Boy et de Binding of Isaac, qui a dit qu'il trouve le piratage bénéfique car ces gens qui n'ont pas acheté le jeu peuvent l'aimer, en parler autour d'eux et donc en faire la publicité pour vendre d'autres copies qui n'auraient pas pu être vendues sinon, par manque de visibilité. Pour finir, le piratage n'est pas quelque chose de totalement mauvais. En se référant au dernier cas par exemple, ça permet de fournir de la culture à tous, même aux plus démunis. Et il ne faut pas forcément voir tout ça d'un mauvais œil. Bon, ok, en 2014, le nombre de jeux piratés s'élèverait à 2,5 milliards et l'argent perdu 74 milliards. Mais qui ne nous dit pas qu'il y a eu de l'argent aussi généré par ces gens qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du jeu autrement? Et vous avez déjà téléchargé un jeu piraté? Allez, promis, on le dira à personne, ça reste entre nous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo partout où c'est possible et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous embrasse et à la prochaine.